Thomas Fronval me dit un nouveau livre en préparation. Alors pour avoir un livre, il faut un éditeur. Pour certains qui est beaucoup d'éditeurs qui aient envie de prendre le risque d'éditer le livre d'un dangereux agresseur sexuel. Quand j'aurai le résultat de l'enquête de justice sur l'affaire Canal+, ce qu'on appelle l'affaire Canal+, et que ce jugement me rendra ce que j'espère, un classement sans suite, peut-être, je dis bien peut-être, que je ferai un livre sur toute cette histoire pour raconter non pas ma vérité, mais la vérité, et dire que tous les hommes qui sont broyés par ces histoires de MeToo et de balance son porc ne sont peut-être pas les monstres que ce qu'on veut bien présenter aujourd'hui. Après, faire un livre, c'est aussi un voyage intérieur. Est-ce que j'ai envie de me ressasser tout ça pendant des semaines en l'écrivant? J'en suis pas sûr. Là, je suis vraiment dans une phase où, ici à la Baule, j'essaie de passer à autre chose. Donc, je peux pas vraiment répondre à ta question. Peut-être. Ishagon me dit, tu parles souvent d'Abedi Pelé comme un joueur capable de gagner un match sans marquer ni faire de passe D. Ce genre de joueur est-il voué à disparaître? Oui, enfin, je dirais par définition, oui, on voit qu'il y a de moins en moins de joueurs comme Abedi qui étaient effectivement, comment dirais-je, qui était un fouteur de merde invraisemblable, qui venait déstabiliser une équipe par ses dribbles, ses percussions, ses changements de côté, ses accélérations, voilà. Abedi était un joueur extraordinaire, une boule de muscle. Je pense que c'est le joueur qui s'est peut-être rapproché le plus près de Maradona, évidemment moins technique, mais plus explosif. Il n'a pas été ballon d'or africain pour rien. Et franchement, je vais un petit peu plus loin que ta question. S'il y a quelqu'un que j'aimerais revoir, c'est lui. On s'était croisés totalement par hasard à la boutique Orange des Champs-Élysées il y a quelques années. On était tombés dans les bras l'un de l'autre parce que ça a été mon premier ami footballeur. Comme je l'ai dit souvent, c'était une amitié très physique. On se faisait beaucoup de câlins et il me donnait la main dans la rue, ce qui évidemment, à cette époque-là, m'étonnait beaucoup et me mettait d'ailleurs assez mal à l'aise. Mais ouais, c'était... bien sûr que ce joueur est voué à disparaître. Des grands joueurs, des grands milieux offensifs, il y en a de moins en moins, malheureusement. Gas Maxime me dit, en regardant un best-of de Laurent Baffy, je t'ai aperçu sur certains clips avec lui. Que penses-tu de l'humoriste Baffy? Perso, je trouve que c'est un génie et qu'il manque à la télé. Ses bouquins sont des pépites. Oui, j'aime beaucoup Laurent. Il me le rend bien. J'ai plein d'anecdotes avec lui. Alors, je ne savais pas que j'apparaissais dans un best-of de Lolo. Tant mieux. J'ai deux anecdotes avec lui, il m'en voudra pas de les raconter. Un jour, il était 23h30, je suis chez moi, il m'appelle, il me dit « Pierrot, c'est Laurent, je suis sur le périph, il vient d'avoir un accident terrible, je voudrais savoir si t'as besoin d'organes neufs. » Je lui dis « Non, écoute, ça va, j'ai tout ce qu'il me faut. » Il me dit « Va te faire enculer. » Alors hop, il a raccroché. Et puis un jour, il faisait l'anniversaire de sa femme au chalet des Îles, au premier étage du chalet des Îles, dans le bois de Boulogne. Et moi, j'étais à une soirée Canal au rez-de-chaussée. Je suis monté lui dire bonsoir. Et il m'a présenté ma mère. Il dit, je te présente ma mère. Je crois qu'elle a très envie que tu la baises. Et voilà. Je dis, donc, bonjour madame. Et voilà. C'est un fou furieux. J'ai été le voir en spectacle à la Baule il y a à peu près un an. Abruti m'avait fait monter sur scène. Voilà. Il a une mécanique du clash
exceptionnel et à nul autre pareil. Corleone me dit « Beaucoup de performances paraissent suspectes, le record du monde du 100 mètres nage battu de 40 centièmes, mais aucun journaliste n'en parle, omerta, ras-le-bol, résignation, envie de profiter d'une fête populaire, comme pour Pogacar, le silence me gêne. » Le problème du dopage, c'est que la maxime « pas vu, pas pris » est totalement d'actualité. Je veux dire, un sportif n'est pas dopé tant qu'il s'est pas fait prendre. C'est bête, mais c'est exactement la réalité. Tu peux pas reprocher. Le problème, parce que bon, je vois bien comment Corleone pose sa question, mais tu pourrais la poser inversement, dire dès qu'un sportif gagne, il est dopé. Je veux dire, par exemple, Alcaraz met 1-1 en demi-finale à Aliassime, tout de suite, j'ai des émoticônes avec des seringues. Il perd 7-6, 7-6 en finale contre un mec de 37 ans. Plus personne ne parle du pseudo-dopage d'Alcaraz. Donc, faut pas croire qu'il y a que ceux qui gagnent qui se dopent. Celui qui finit 5e, c'est peut-être celui qui est le plus chargé de la course. Après, le problème, c'est qu'encore une fois, les tricheurs ont tellement d'avance sur face à ceux qui les traquent, que voilà, le combat est un petit peu perdu d'avance. Mais en tout cas, tant que tu ne peux pas, tant que tu n'as pas de preuves, accuser quelqu'un de dopage. Nico Namerjver me dit « Je suis ok avec tout ce que tu dis sur Blueco, les travaux, le financement, mais dur de plus avoir le côté familial, supporters qui ont connu Strass en Ligue 2 et ambiance de feu, on s'identifie à Gamero, Schneiderlin, Liénard. Et aujourd'hui, les joueurs sont des bouts de viande, il n'y a pas un équilibre à trouver. » Alors, si tu veux... il est évident que Strasbourg a changé d'air avec l'arrivée de Blueco. Et que sans Blueco, et pourtant Marc Keller, le président, l'a expliqué à BFM Alsace, aux dernières nouvelles d'Alsace, il a expliqué en toutes lettres et en tous chiffres les travaux du stade, les travaux du centre d'entraînement, le remboursement du CVC, la baisse des droits télé, le manque à gagner des travaux de l'affluence pendant les travaux du stade. Tout ça, mis bout à bout, on est à plus de 60 millions d'euros. Ces 60 millions d'euros, ils vont être payés rubis sur l'ongle par Blueco. Si Blueco n'était pas là, ce serait au club de trouver les ressources. Ça veut dire qu'il faudrait vendre des joueurs, pas les joueurs qui sont là, mais les joueurs qu'il y avait avant, qui étaient donc déjà quasiment tous partis parce que ils étaient là depuis 5 ans, et qu'il fallait bien aussi accorder des bons de sortie. Et donc le club serait potentiellement en faillite, comme d'autres clubs indépendants de Ligue 1. Croyez-moi qu'aujourd'hui, Le Havre, Reims, Brest, Nantes, Montpellier sont très inquiets. Strasbourg a cette chance, grâce à Blueco, de ne plus être inquiet. Alors, effectivement, Blueco a racheté le club et lui, il veut une équipe de jeunes. Non pas pour faire du trading, parce que c'est pas du tout le but de Blueco, mais parce que voilà, ils veulent acheter jeunes et former des joueurs et les faire progresser. Là où je suis pas d'accord, c'est que des jeunes ne peuvent vraiment progresser que s'ils sont bien entourés de quelques éléments d'expérience à des postes clés. Ce qui d'ailleurs n'est pas encore, ce qui va probablement arriver dans les jours qui viennent à Strasbourg, puisque certains recrutements sont encore à l'étude. Mais voilà, Strasbourg a longtemps tourné avec le même groupe, c'est-à-dire Djikou, Diallo, Thomasson, Ajorc, Bellegarde, ils ont fait 4-5 ans au club
à un moment donné, aussi, dans leur carrière, ils ont envie d'aller ailleurs. Mais Cels, d'ailleurs, bon, à part Djikou, on peut pas dire que les autres qui soient partis, c'était des triomphes, hein. C'est même des échecs, hein. Je rappelle quand même que Cels à Nottingham Forest est dernier au data de Première Ligue en termes de gardiens, et que le club a acheté un gardien brésilien de 2,05 m. Donc, moi je dis que si Bluko était pas là, le club de Strasbourg serait potentiellement en faillite, et que Marc Keller, en vendant le club, l'a sauvé une deuxième fois. Après, les supporters hystériques de Strasbourg, vous pouvez me croire ou ne pas me croire, Marc est mon meilleur ami, gna 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 gna, ok, mais c'est la réalité, et c'est la vérité. Vincent me dit, avoir le tournoi de Hollies, tu penses que c'est une erreur de Deschamps de ne pas l'avoir pris à l'Euro ou d'autres joueurs? Si c'était à refaire, tu prendrais qui à la place de qui? Ah bah moi j'aurais pris Hollies, hein. Je pense que c'est un joueur extrêmement intéressant, travailleur, qui a un pied gauche tout à fait remarquable. Donc oui, je pense que lui, on devrait le voir très rapidement en équipe de France. Puis il y a intérêt, parce que si on l'appelle pas en équipe de France, il ira dans d'autres équipes, puisqu'il a la possibilité de jouer pour d'autres nations. Donc j'espère qu'il sera appelé dès le mois de septembre avec les Bleus. Et puis voilà, et puis c'est un peu facile de parler après l'échec de l'Euro. Enfin l'échec. Ils ont été en demi-finale, hein. Pour l'instant, les Bleus olympiques n'ont pas fait mieux, hein. On verra ça ce soir. Jackie Boy me dit, on a vu certains messages honteux que vous recevez-vous beaucoup, ou comment vous et vos proches gérez la situation? Bah mes proches, ils s'en foutent, puisqu'ils n'ont pas accès à mon compte Twitter, donc ils lisent absolument rien de ce qu'on peut me dire. Encore une fois, je dis, là, le dernier shitstorm, c'est avec la communauté algérienne. Parfois, c'est la communauté marseillaise. Parfois, c'est les supporters parisiens parce que je défends trop Mbappé. Bon. Twitter est un immense défouloir. Voilà. Moi, je bloque à tour de bras. Je signale parfois et parfois, je porte plainte. Jackie Boy encore. Pensez-vous que Brest soit capable de refaire une saison comme la dernière? J'ai peur que non, parce que d'abord le recrutement de Brest est pour l'instant extraordinairement minimaliste. Visiblement, le club de Brest ne veut pas commettre par exemple l'erreur qu'a commis Lens de dépenser de l'argent pour la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, en plus le nouveau format de la Ligue des Champions avec plus de matchs de poule ne va pas favoriser Brest, parce que c'est évident que s'ils perdent les 3-4 premiers et qu'ils sont éliminés, ils feront après tourner pendant cette compète et ils protégeront le championnat. Donc oui, je pense que ça peut être une saison voire même dangereuse pour l'équipe de Brest. Michael Van Kampenhoed me dit, que penses-tu du mercato du Stade Rennais? Je pense qu'on voit qu'ils ont pris un directeur sportif qui vient de l'étranger, parce que toutes les recrues viennent également de l'étranger. Des recrues que je connais peu ou mal. Je suis pas certain que ce soit d'ailleurs toujours une bonne idée parce qu'il y a aussi un phénomène d'acclimatation à la Ligue 1. Donc voilà, il est évident que avec le départ acté de Doué, de Lefebvre, il y a de Terrier, il y a quand même beaucoup de joueurs très importants qui sont partis. Et voilà, il faut espérer que la mayonnaise va prendre, mais tout ça est un petit peu inquiétant. Cédric Néné-Épron me dit, que penses-tu de la très probable arrivée de l'Opener à Nantes ainsi que celle d'Ablin? Pour moi, défensivement, c'est très pauvre, un avis. C'est déjà pas mal de prendre l'Opener et Ablin vu la situation de Nantes. Regardez, Montpellier, pour l'instant, c'est 0 recrue. Voilà, on est dans
déjà dans les effets de la baisse terrible des droits télé pour certains clubs dont l'apport de ces droits était vital pour le fonctionnement du club. Et il y a des clubs qui vont apprendre à serrer la ceinture. Je veux dire, même Reims, fait pas un recrutement. Le Havre, tout ça, c'est des recrutements très très compliqués. Donc, il va falloir que certains clubs s'habituent à se serrer la ceinture, peut-être à garder des joueurs qui, dans d'autres circonstances, ils auraient laissé partir, parce que tu gardes tes forces vives.